Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour, Burkina Faso, disparition d'importantes quantités d'or, à qui profite le crime? C'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, longtemps considéré comme pays pauvre en richesse naturelle, le Burkina Faso est devenu en quelques années un pays minier avec l'or comme premier produit d'exploitation minière. Ce développement de l'industrie extractive au Burkina Faso s'explique par les avantages fiscaux conférés aux investissements, par l'arsenal juridique mis en place pour rendre l'investissement minier prévisible et plus sûr au pays des hommes intègres. Selon le rapport 2014 de l'Institut Fraser du Canada, le Burkina Faso est désormais la 6e destination appréciée par les investisseurs miniers en Afrique, derrière la Namibie, le Botswana, la Zambie, le Maroc et le Ghana. La législation minière prévoit 3 types d'exploitation des substances de mine: l'exploitation artisanale, l'exploitation semi-mécanisée et l'exploitation industrielle. Selon le ministère chargé des mines en 2017, le Burkina Faso comptait 12 mines industrielles, 200 unités d'exploitation artisanale officiellement reconnues et environ 800 sites d'orpaillage clandestins. Oui, vous l'avez bien compris, c'est 800 sites d'orpaillage clandestins. L'or exporté par les mines industrielles est acheté par Metalor Technologies International, une société anonyme suisse spécialisée dans l'affinage des métaux précieux. Quant aux artisans miniers, orpailleurs individuels et détenteurs d'autorisation d'exploitation artisanale, ils sont tenus de céder leurs produits à des comptoirs d'achat, de vente et d'exploitation d'or agréés. En 2015, le pays a enregistré 74 tonnes d'or. Ces comptoirs ont l'obligation de tenir les registres d'achat, vente et doivent transformer l'or en pièces, lingots ou encore en barres. Et l'or, on procède également à son titrage officiel par le Bureau des mines et de la géologie, en abrégé le BUMIGEB, qu'on appelle le BUMIGEB. Une grande partie de l'or extrait au Burkina Faso est exportée. En 2017, sur les 46 tonnes d'or que la Direction générale des mines estime avoir été produites, 41,4 tonnes sont destinées à l'étranger. En outre, selon les données officielles, les 12 mines industrielles ont à elles seules produit 45,582 tonnes d'or, soit 99,09% de la production globale du pays. La production minière a eu des retombées sur le budget de l'État et des collectivités locales. Au total, 226 milliards de francs CFA, soit 344 millions d'euros, ont été collectés sous diverses formes en 2017, impôts, droits de douane et autres taxes. Vous me demanderez justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est tout l'or qui a été produit depuis 2014 du côté du Burkina Faso? Mais ces dernières semaines, mesdames, messieurs, on parle du pillage du Burkina Faso et surtout d'une destination de 531 tonnes d'or, une mine d'or qui a été également saccagée. Et nous nous interrogeons justement de savoir si ce sont les raisins de la colère. Où sont passées les 531 tonnes d'or, bien sûr conservées par le Burkina Faso? Eh bien, nous parlons justement de cette disparition d'importantes quantités d'or. À qui profite ce crime? Pour répondre à nos questions encore aujourd'hui, nous sommes avec le président Bandakani. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Vous parlez encore de l'or, notre sujet. Encore aujourd'hui, oui. On parle de l'or alors que nous, l'Afrique, est le continent le plus riche en or. Oui. C'est rarement que nous avons vu de l'or passer. La dernière fois, c'était au Mali. Vous vous rappelez que ça nous a valu les choux gras de la presse française. Bien sûr. On se rappelle de ce que c'est les douaniers maliens qui avaient intercepté, on le dit comme ça, en plein cœur même du port. Beaucoup d'Africains n'ont jamais vu d'or. Pas du tout. Moi, j'en ai pas pauvre. Alors qu'ils sont le continent le plus riche en or. Non, mon cher Goss, le sujet pour soulever ce matin est très très important. Alors, d'abord, il y a une ruée de l'or, il y a une ruée vers l'or. C'est une ruée vers l'or africain depuis au moins 2 ou 3 ans ou 4 ans, au moins 5 ans. Il y a une ruée, parce que vous savez que l'or, c'est la monnaie de la valeur de refuge par excellence. Chaque fois que les horizons ne sont pas clairs, chaque fois qu'il y a des crises à l'horizon, il y a une ruée vers l'or. Exact. Et la ruée vers l'or, en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, évidemment,
ruée vers or veut dire ruée des investisseurs. Alors, c'est là où tu le bas blesse. Ils vont vous promettre tout, oh, ils vont investir. C'est les terres, mais il faut revenir à la réalité. Le phénomène qu'on vit au Burkina Faso n'est pas seulement au Burkina Faso, on le vit en RDC. En RDC, oui. C'est un scandale. En RDC, vous avez un rapport des Nations Unies qui explique très bien comment l'or disparaît. Oui. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Je l'ai là. Comment l'or disparaît. Prenons une référence. Pendant le Covid, la période du coronavirus, la soi-disant pandémie, montée de toutes pièces par les criminels internationaux, on a vu une hausse du prix de l'or dans tout le monde entier. Comment pouvez-vous expliquer que pendant qu'il y a une hausse générale du prix de l'or dans le monde entier, en Afrique, il y a plutôt la baisse de prix proposée aux acheteurs, les prix locaux ont plutôt baissé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et je parle général pour revenir au Burkina Faso. Alors, si vous avez un contexte extraordinaire où il y a l'une des matières premières les plus rares et le plus précieux, qu'on ait une hausse dans le marché mondial, dans tout le monde entier, comment peut-on expliquer que l'un des principaux producteurs d'or du monde, n'est-ce pas, lui plutôt, les acheteurs locaux, les producteurs locaux, leurs prix sont au plus bas, mon cher gosse. Mais cette situation, je l'ai prise comme exemple pour que les gens voient, c'est pour qu'on voit la réalité, n'est-ce pas, de la production de l'or sur le continent africain. On va dire les choses très simplement. L'or, c'est une matière première comme les autres. Du moins, elle est précieuse, elle est rare, mais les Africains ont réussi, les colons ont réussi à banaliser, à faire comme si c'est une matière première comme les autres. Et à partir de ce point de vue, elle subit le sort de toutes les matières premières que nous avons en Afrique. Ces matières premières sont très très sous-évaluées. Nous n'en fixons pas les prix et nous les produisons sur le modèle brut, l'extraction brute, mon cher gosse. Or, l'or, c'est une chaîne de valeur. Les plus-values, n'est-ce pas, se font pas au niveau de l'extraction à l'état brut. Il faut les transformer, bien produire. Il y a toute une chaîne de transformation qui suit l'or. Ça, c'est qu'il arrive dans les carrefours commerciaux que l'on connaît. Oui. Mais vous allez voir que dès que l'or est extrait à l'état brut, tout à l'heure on reviendra sur les conditions d'extraction qui sont scandaleuses, n'est-ce pas, et qui se traduisent par des centaines de morts, des cycles de morts par centaines, des petits mineurs qui entrent dans les mines, n'est-ce pas, pour aller chercher de l'or dans des conditions effroyables, mon cher gosse. Quand il y a inondation, ils meurent, les sont des mines qui s'effondrent sur eux, les morts se comptent par dizaines, par cinquantaines. Il y a quand même quelques familles qui en souffrent actuellement du côté du Burkina Faso. Je dis que c'est grave, et ça c'est un phénomène dans toute l'Afrique, au Cameroun, à l'Est, c'est pareil, en RDC, partout. Les gens qui travaillent à la base là sont exposés. C'est très grave ce qui se passe là-bas. Oh, c'est eux qui extraient l'or. Donc le travail le plus dur, c'est eux qui le font. Ce sont ces petits miniers. Et d'abord, le fait que ce soit des petits miniers, ce sont des enfants, mon cher gosse. Vous savez que l'UNICEF nous fait bruit matin, midi, soir. Sur le travail des enfants. La protection des enfants. Mais à ce niveau-là, silence total. Silence total. Ce sont des enfants qu'on exploite dans ces mines-là. Des enfants qui perdent leur vie, les jeunes, qui perdent leur vie. Donc vous voyez que dans la chaîne, oui, n'est-ce pas, la chaîne de la plus-value de l'or, vous voyez que le producteur de l'or à l'état brut et qui en est le propriétaire ne gagne absolument rien. Absolument rien. C'est-à-dire que, tout à l'heure je reviendrai au cas du Burkina Faso pour donner les chiffres. C'est-à-dire que vous voyez ces intermédiaires-là, parce qu'il y a des gens qui produisent à l'état brut, ces enfants-là, oui, dans les conditions que nous connaissons. Mais vous avez maintenant les intermédiaires qui prennent, n'est-ce pas, de l'or pour les amener dans les raffineries. Vous comprenez? Des raffineries où l'or va être transformé et travaillé pour aller dans les carrefours commerciaux connus. Oui. Vous comprenez? Dans les capitales, les lieux où on vend cet or-là en tant que produit fini. Oui. Et c'est là où on se fait la plus grosse plus-value. C'est là-bas où on se fait la plus grosse plus-value. Et qu'est-ce que vous observez? L'Afrique y est pratiquement absente. Elle n'existe pas là-bas. Là, vous ne trouvez que des grandes entreprises, les intermédiaires, les négociants. Il n'y a pas d'Africains là-bas, mon cher gosse. C'est comme la bourse du café cacao. C'est où? C'est pas à Londres. Il n'y a aucun Africain là-bas. Là, on fixe les prix, il n'y a aucun Africain. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez le même scénario. Nous sommes les détenteurs de la matière première.
Nous la produisons à l'état brut, c'est-à-dire là où il n'y a même plus de travail, le plus important, parce que si les gens ne produisent pas ça, n'extraient pas de l'or, il n'y aura pas ça dans les raffineries. Ça ne va pas arriver dans les places, les capitales, les carrefours de vente. Ça ne va pas arriver. Mais l'endroit où le travail est important, le plus fait, c'est le lieu où le travail est le plus minoré, où la valeur de l'or est réduite pratiquement à son état primaire. C'est ça le système de l'affaire. Donc, vous avez ça en RDC. Je vous ai parlé du rapport des Nations Unies, j'espère que je vais le retrouver ici très rapidement, où l'ONU décrit elle-même comment l'or disparaît. Mon cher gosse, donnez-moi un peu de temps. Allez, prenez votre temps. Le temps pour nous dire également à nos téléspectateurs que du côté de Burkina Faso, 4 des 8 mineurs qui étaient coincés sous terre depuis 39 jours ont été retrouvés morts. Oui, après 39 jours de recherche intensive, les secouristes ont retrouvé les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé en tout cas mercredi le gouvernement du Burkina Faso. J'ai retrouvé le fameux rapport. Oui. Il ne dit pas tout, hein, ce rapport. Non, il ne dit pas tout. Parce qu'il y a la mafia à l'ONU. Quand les rapports sont souvent manipulés par certains majors qui veulent éliminer une certaine concurrence et qui manipulent le rapport. Mais au moins, ça donne un ensemble d'informations assez indicatives. Selon un récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur l'industrie minière congolaise, on en est RDC, un haut fonctionnaire de l'administration minière du Sud Kivu a estimé qu'environ 300 kg d'or non déclarés transitent chaque mois par Bukavu, capitale provinciale. Les statistiques officielles ne mentionnent quant à elles que 5 kg d'or exportés chaque mois. Regardez la différence. Regardez la différence. 300 kg d'or répertoriés par le rapport des Nations Unies. Mais les statistiques officielles de l'État 300 kg donnent plutôt 5 kg d'or exportés. Ça veut dire que vous avez une différence de 295 kg. Vous parlez de disparition. Ça passe où? Ça passe où? Mais ce rapport va même plus loin. Et il vous dit où ça passe. Le rapport a dit que les experts des Nations Unies affirment que la majeure partie de l'or traité par les nouvelles raffineries de la région des Grands Lacs, qui ont une capacité de plus de 330 tonnes d'or par an, est passée en contrebande depuis l'est de la RDC. On arrive. Qui contrôle l'est de la RDC? Le rapport vous le dit. Des milices, soutenues par qui? Des entreprises étrangères et le Rwanda. Et le Rwanda. Les raffineries sont placées au Rwanda, n'est-ce pas? Où on paye lors de la... C'est-à-dire que vous avez sur 300 kg d'or, il n'y a que 5 kg d'or qui parvient, n'est-ce pas, qui est traçable au niveau des autorités. Donc les 295 kg d'or transitent par la contrebande à l'est de la RDC et en dehors, dès qu'on sort des frontières, c'est là où l'or arrive, c'est au Rwanda. Ou des entreprises, une entreprise rwandaise, une entreprise étrangère, n'est-ce pas, une nationale étrangère bien connue, n'est-ce pas, vient récupérer l'or pour aller la raffiner et aller vendre sur les marchés internationaux. Je ne sais pas si vous voyez cette criminalité, c'est grave. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la même chose partout en Afrique. Bon, le Cameroun veut régler ça, il a créé la Socamine. Encore que, il faut qu'elle fonctionne réellement et se donne des capacités techniques, n'est-ce pas, pour régler ce genre de problème. Alors, revenons au Burkina Faso. Vous savez qu'en septembre, je pense que là, on est le 23 septembre 2018, je vais revenir à ça, un Indien, un Sud-Africain et un Burkinabé, employés de la mine d'or du Nata dans le nord de Burkina Faso, ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à Dibo. Mais 4 mois plus tard, en janvier toujours, en janvier 2019, c'est un cadre canadien de la société Progress Mineral qui a enlevé et assassiné dans le nord-est du pays. Sans oublier l'attaque la plus meurtrière encore des employés de la Semafo qui a fait 40 morts et 60 blessés en novembre 2019. Là, j'ai vu au Burkina Faso. Pour arriver au problème. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Vous allez observer que partout, les zones aurifères, il y a un groupe terroriste qui opère là-bas. Allons pas à pas. Un groupe terroriste qui opère là-bas. Lorsque vous faites le lien entre le fait que, mon cher gosse, l'un des carrefours commerciaux de l'or en termes de produits finis dans le monde s'appelle Dubaï. C'est mon regard. Oui. Il est démontré que le trafic d'or a dit que se joue dans la zone des 3 frontières, en général, qui est sous le contrôle de qui? La France.
qui parrainent ces groupes terroristes. Et comment on construit la plupart du temps un groupe terroriste? Les groupes terroristes ne sont pas des experts en or. On monte un groupe terroriste comment? On commence par créer une structure de propagande ou de propagation d'une tendance de la religion islamique, parlons comme ça, une tendance. Soit c'est une tendance qui dépend de l'Arabie Saoudite, oui, soit de Dubaï, vous comprenez? La guerre que ces gens se jouent, soit de Téhéran. Pour l'instant, ils ne sont pas impliqués beaucoup ici. Donc, vous voyez que c'est les deux pays, l'Arabie Saoudite et le Dubaï, qui sont les fournisseurs des théologiens qui font la promotion de certains types d'islam. Alors le gars se met là, il dit que lui, il fait la promotion de l'islam. C'est un terroriste déguisé. Lui, il fait la religion, mais ça sert de couverture. Des forces spéciales viennent s'installer. Et généralement, ces forces spéciales sont françaises. La France se coiffe. Et puis, des forces spéciales qui viennent de ces pays-là et s'installent. Mais quand ils s'installent, il y a des ingénieurs, des experts en mine qui mettent des barbes, se déguisent en religieux, qui viennent s'y installer. Pendant que le gars fait son histoire, les terroristes s'installent, ils commencent à trafiquer l'or. Dès qu'ils extraient l'or de façon artisanale, c'est récupéré immédiatement par des entreprises qui sont là, sous couvert de la promotion de la religion. Ils sont protégés par la France. Ces entreprises-là, ils ont des experts, oui, experts qui sont protégés par les services, les forces spéciales, qui opèrent là en ayant revêtu des barbes de déguisement. Oui. Le produit se partage, écoutez-moi bien, entre la France, qui prend sa part de magot, et les entreprises de Dubaï, qui prennent leur part de magot, et qui vont se retrouver, n'est-ce pas, l'on va se retrouver à la place, au carrefour commercial par excellence, qu'est Dubaï. Ce que je vous dis là, c'est des informations vérifiées, mon cher Goff. Je dis bien vérifiées. Personne ne peut démentir ça. Vous allez donc comprendre pourquoi. Au cas de terrorisme en Afrique, vous avez deux pays qui ont opéré jusqu'à présent. Vous avez l'Arabie Saoudite et Dubaï. Mais, vous allez voir que, regardez la relation qu'il y a entre la France et ces deux pays. Qu'il s'agit du continent africain. C'est un pacte. Et dans ce pacte-là, quand vous lisez Wikileaks, ce pacte-là est coiffé par les États-Unis. Allez lire Wikileaks, c'est maintenant public, hein? Oui. Wikileaks, vous allez voir comment tout ça est monté. Alors on va vous dire non, il y a des trafiquants d'or. Ça fait rire. Qui est-ce qu'on appelle trafiquant d'or? Qui appelle-t-on trafiquant d'or? Alors, mais c'est comme ça que l'or disparaît. Les bœufs portent l'or, les bœufs passent, tout peu de bœufs. Le foin qui sert à leur nourrir est rempli d'or. Là, tu vas aller fouiller quoi là-bas? Dans la zone là, tu vas aller fouiller quoi? Ceux qui ont chargé ça, ça fait qu'il y a dedans. Hein? Ça ne sort pas de voies de camions qui portent l'eau, machin et consorts, dans des zones contrôlées par les terroristes, coiffées par la France, qui pourtant, soi-disant, met l'ordre là-bas. Vous allez voir dans la zone de Trois-Frontières, Kidal. C'est pas l'État dans l'État, au Mali, où on interdit l'accès à la mer tchadienne et à la mer malienne. Ça ne vous dit rien? Mais qu'est-ce que la France faisait pendant 8 ans à Kidal? Quoi qu'il faisait quoi? La principale activité, c'était l'extraction de l'or, monsieur Goss, et le pompage de tout l'eau du Sahel. Une bonne partie de l'eau du Sahel, alors que je parle, est en France. Actuellement, du côté du Burkina Faso, justement. C'est une eau d'une pureté extraordinaire. Donc, je vous réponds par rapport au Burkina Faso. Oui. Tout ce qu'on raconte là pour le Burkina Faso, c'est du bruit. L'État du Burkina Faso a quelle capacité de contrôle de l'or? Aucune capacité. D'abord, il faut que je vous dise, je vais aller plus loin. Oui. Ce tableau-là, ça marche pourquoi? Parce que un État qui ne sait pas, les États africains, États coloniaux pour la plupart du temps, ont refusé de s'investir dans la maîtrise, n'est-ce pas, de l'industrie de l'or. C'est trop compliqué, ils ont refusé. Alors quand je dis refuser, j'exagère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces structures sont mises en place, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'on implique le chef d'État ou son entourage, que voici ta part. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous dites que le pays contrôle 5% ou 10% du kilogramme sur le pourcentage qui est produit, le pays a peut-être 10 ou 15%. Dans les 10%, l'entourage du président, les gens qui sont ministres et tout, ils ont peut-être, ils se partagent ça. Vous avez des élus qui ont des permis de machin, mais ça leur sert à quoi? Permis d'exploitation. Ils vont brader ça. Ça sert à quoi? Ils bradent ça aux Chinois, ils bradent à tel. Mais la plus grosse part est sous le contrôle du niveau supérieur de l'État. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme l'œil. On lui dit que ok,
ne voit rien. Ferme l'œil, prends ta part, tu te tais. Vous vous rappelez le gentleman agreement sur le pétrole. Oui. Vous vous souvenez? Elf garantissait au président une bonne partie. Bon, c'est plus un débat aujourd'hui. Le Floch-Pridien l'a dit ouvertement, et avant qu'il ne le dise, nous on le savait. Gentleman agreement, c'est que pendant que F prend tout le pétrole, on réserve une partie au président et à ses proches. Alors du coup, personne ne regarde plus les quantités. On fait ce qu'on veut, on déclare ce qu'on veut. Exactement comme on fait avec le pétrole, c'est ce qu'on fait avec l'or. Vous me demandez pourquoi nos États, mais comment un continent peut être aussi riche, gâté par Dieu, avec le métal le plus précieux, qui est tout, qui est la valeur refuge, qui est de l'argent, qui est tout, mais ce continent ne développe ne veut pas maîtriser la chaîne de valeur de l'or. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, mon cher gosse? Tout ce qu'on fait au Burkina Faso là, c'est du bavardage inutile. Tant qu'il n'y a pas une politique de maîtrise de toute la chaîne de valeur de l'or, c'est du bruit. Ils vont prendre le pas, ils vont se taire. 531 tonnes d'or, c'est quand même beaucoup, président Badakani. Mais, bon, je n'ai pas l'enquête ouverte. Oui, l'enquête est ouverte. Bon, on verra. Je voudrais me tromper ici. Hein. Je veux me tromper, je parle l'opinion à produire. Je veux voir ce que l'enquête va produire. Si cette enquête-là débouche vraiment sur des résultats dignes de ce nom, moi je vais féliciter le président Burkina Faso. Je veux le féliciter, mais les rapports de force sont tels que il faudra qu'il soit vraiment quelqu'un de tellement désintéressé, un Sankara, pour aller au fond de cette affaire. Parce que beaucoup sont impliqués. Les dignitaires du régime sont dedans. Vous croyez que Kabolo ne savait pas ça? Ils ne connaissaient pas ça? Officiellement, on nous fait savoir que c'est 80 tonnes d'or que le Burkina Faso produit chaque année, mais on a l'impression que ça ne rapporte pas beaucoup. Je viens de vous donner le rapport des Nations Unies. Oui. Et ce rapport est même partiel. Je vais prendre l'exemple. Attends, laissez-moi vous regarder mes notes que j'ai prises là. Prenons le cas de Kamituga. Kamituga, c'est une ville du Sud Kivu en RDC. C'est-à-dire que c'est une ville minière depuis les années 1920. Lorsque les grandes quantités d'or ont été découvertes et qu'une succession de grandes entreprises étrangères y sont arrivées. Écoutez bien, jusqu'à présent, ce sont les mineurs artisanaux de Kamituga, avec les outilleurs, les commerçants, les transporteurs qui font tourner l'économie locale. Eux-mêmes ne connaissent même pas la quantité d'or qu'ils produisent. Aucun d'eux ne connaît la quantité d'or qui est produite à Kamituga, qui est une ville minière. Moi, je te dis, qui est une ville minière. Alors, vous allez, et le rapport même dit, c'est-à-dire que à cause des intermédiaires qui contrôlent tout, n'est-ce pas, les négociants, machin qui contrôlent tout, n'est-ce pas, le transport de l'or, les mineurs sont les plus grands perdants. Sont les plus grands perdants. Les opérations comme celle de la mine de Détroit sont le point de départ périlleux d'une chaîne d'approvisionnement qui traverse la région grâce à un réseau de négociants, puis de raffineries locales avant d'arriver dans les carrefours commerciaux internationaux tels que Dubaï. La plupart des échanges commerciaux échappent à l'administration congolaise. Les étiquetages sont systématiquement faussés. C'est-à-dire les quantités d'or produits sont systématiquement faussées. Comment on fausse? Comme par hasard. L'Est de la RDC, depuis des années, est plongé dans l'un des conflits les plus meurtriers et les plus complexes du monde entier. Qui ne s'est jamais arrêté. Les forces nationales, les milices soutenues par les étrangers, les forces locales luttent pour le contrôle politique, pour le contrôle des ressources, pour le contrôle des frontières. Conclusion. L'industrie aurifère de la région est façonnée par la contrebande. L'État n'existe pas. Vous vous rendez compte? C'est des ressources que Dieu a données à la RDC, si on prend le cas de la RDC. Dieu a dit, je vous bénis avec ça. Mais une ville minière, historique comme Kamituga, c'est-à-dire que c'est la contrebande qui gère l'or, et couvert par des milices, n'est-ce pas, qu'on a monté de toutes pièces pour que l'État n'y mette pas les pieds. Alors quand on fait trop, on va vous dire qu'ok, voilà, on vous dit, pour contrecarrer ça, hein, on dit que bon, on a créé des brigades de contrôle. Ça fait rire, ils n'ont même pas de bureau. Et comme ressources humaines, il y a une personne. C'est-à-dire, prenez une ville prenez une province comme le Kivu. Vous allez au Cameroun, vous prenez toute une région comme l'Est. Vous voyez, il y a un fonctionnaire
C'est un bureau. Il peut contrôler ça comment? Vous voyez qu'on le met là exprès. Est-ce que justement c'est un décor. Justement, profite. Mais j'arrive. Les Nations Unies affirment que la majeure partie de l'or traité par les nouvelles raffineries de la région des Grands Lacs, qui ont une capacité, on dit bien région des Grands Lacs, on ne dit pas RDC, suivez mon regard, parce que ces grandes raffineries sont dans les pays frontaliers, Justement. comme par hasard. Donc, ont une capacité de plus de 300 tonnes d'or par an qui passe par la contrebande. 300 tonnes d'or par an. Et le gouvernement, lui, il ne contrôle même pas 10 kg dedans. Non, moi je vous donne des chiffres, vous allez vérifier. Même pas 10 kg. Vous voyez ça? Et moi je vous dis que ces 10 kg qui sont officiellement de notre gouvernement, qui va aller regarder ça? C'est une façon. Ce sont des gentlemen agreements. Gentlemen agreements, mon cher Jocelyn. Mais c'est grave, c'est-à-dire que, avant d'arriver aux solutions, vous demandez les solutions. Vous avez vu, quand on veut régler un problème, on pose le diagnostic. Je vous ai dit comment ça fonctionne le système. Chaque fois qu'il y a une région qui est riche en or, on installe un groupe terroriste. Je vous ai dit comment ça se passe. C'est une couverture religieuse, oui. Ou bien on va justifier un séparatisme en convoquant des raisons antédiluviennes. On va raconter comment, même au temps, dans la période antédiluvienne, il y avait les frustrations là-bas. Mais derrière, les gens s'enrichissent. C'est la couverture. Vous allez voir, il y a toute une installation d'exploitation qui part d'exploitation, qui combine l'exploitation artisanale avec, quand on fait trop dans un pays, comme je vois le Burkina Faso dit que la semi-industrialisation, ça me fait rire. En RDC, la semi-industrialisation, mais c'est contrôlé par qui? L'entreprise qui fait de la semi-industrialisation, c'est elle qui est derrière les milices. Elle passe les deals avec les milices. Elle vous dit ce qu'elle veut. Les gars, quand ils viennent là, par l'avion, quand vous dites par exemple la zone de la laisse, quand moi je dénonce Kagame depuis, ce qu'il fait en RDC, c'est pas par hasard que je le fais. Les avions atterrissent à l'est, où il n'y a même pas d'État, il n'y a même pas de police, il n'y a rien. L'avion atterrisse, ça porte l'or, ça part. Il vous donne ce qu'il veut. Vous savez qu'il a porté quoi? Quand l'avion atterrit, il est protégé par les milices. Pourquoi? Parce qu'il y a un deal. Les miliciens attendent leur part. Ils prélèvent l'impôt. Ces officiers, ils prélèvent les impôts sur le trafic. Alors, ils ne peuvent pas attaquer les Blancs, vous connaissez le principe. Sinon, on va vous classer dans la ligne d'organisation terroriste. Quand vous attaquez par les Blancs, non, vous êtes une organisation séparatiste qui revendique une cause noble. Mais dès que vous allez toucher une entreprise, c'est le travail des Américains, on va vous classer sur la ligne d'organisation terroriste. Le système est tellement huilé, mon cher Jocelyn. Alors, donc, il fallait poser le diagnostic. Nous l'avons posé. On peut faire. Il suffit d'avoir de la volonté politique, mon cher gosse. Il n'est pas acceptable que des États qui sont les dépositaires des matières premières, parmi lesquelles l'or se désintéresse autant de l'or. C'est criminel, gosse. C'est criminel. Je parle parce qu'au Cameroun, maintenant, on a créé la société de Socamine. Oui. Parce que son rôle, justement, c'est même pas de réguler, c'est de valoriser ça et d'enrichir le pays, de faire que le pays profite de ces matières premières, en particulier, surtout les mines. Parmi les cas, on dit les mines, je parle des mines d'or, entre autres. C'est de cela qu'il s'agit. Mais sinon, c'était la même chose. La différence avec le Cameroun, c'est que il n'a pas permis beaucoup, il n'a pas ouvert l'exploitation de ces matières premières, mais même là où on l'autorise, c'est le même système. Les députés ont des permis de trucs. Ils les vendent aux Chinois, ils les vendent aux gens qui viennent faire le même système qui est là. Et l'or sort. Mais quand on sait que c'est la monnaie refuge, c'est la valeur refuge, mon cher, ça veut dire que quand vous avez l'or, vous êtes riche. Quand l'homme le plus riche du monde dans une certaine période, c'était un Africain, Moussa. Il était couvert d'or partout. Mais il faisait comment en ce temps-là? Comment lui faisait pour être le plus riche, pour maîtriser l'or? Il faisait comment? Voilà un continent qui a des traditions d'industrie de l'or depuis des millénaires, mais qui se retrouve en train de se désintéresser de sa richesse et de se contenter de la corruption d'État, où les milieux des entourages présidentiels et les ministres privilégiés se contentent de ce qu'on vient leur donner. Il suffit de valoriser nos matières premières. C'est toi qui donnes la valeur à tes matières premières. Kadhafi a fait. Il faisait la magie. Kadhafi avait réussi à imposer aux Occidentaux 80%. Les Libyens prennent 80%. Et dans d'autres, c'était 10%. Les Blancs venaient courir pour prendre. Donc, allez vous voir. Ça veut dire que même à ce prix-là, ils gagnent. Ils gagnent, mon cher gosse. Ils gagnent.
C'est criminel. C'est une décision politique. Point de départ, le Niger l'a fait. Il y a une certaine mesure. Bon, il paraît que la Côte d'Ivoire aussi, pour des raisons évidemment que, quand c'est sous le contrôle de la France, évidemment, les réglementations sont sévères. Ça marche bien, c'est eux qui profitent de ça, en premier lieu. Donc, il y a des réglementations. On peut commencer par la réglementation. À l'issue des réglementations, aller l'adapter de manière à ce que ça profite au pays. Mais en attendant, il faut commencer à construire, à organiser l'industrie de l'or. Moi, je vais aller même plus loin. Vous savez, moi, je vais vous dire, quand tu as quelque chose dont personne ne peut te passer, mais tu es fort, non? Oui, très fort. Bon, si je vous prends l'exemple, on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on interdit la production de l'or. Eh bien, non, se mettre à genoux. Parce qu'ils ne peuvent pas se passer de ça, mon cher. Je prends cette décision extrême pour vous démontrer que nos États ont des leviers. Pourvu qu'on décide en haut lieu de ne plus se désintéresser de ce que Dieu nous a donné cadeau. C'est un même Dieu. Quels sont ces gens qu'on vous donne quelque chose, on vous bénit de la matière la plus précieuse au monde. On vous donne ça à gogo et vous négligez la bénédiction divine. Même c'est une malédiction. Quand vous faites ça, vous attirez la malédiction d'ailleurs. Il faut que les Africains même constatent qu'ils ont été bénis par Dieu, je parle du vrai Dieu, qu'il leur a donné de l'or, qu'ils respectent ça et qu'ils retrouvent la tradition de nos ancêtres il y a très très longtemps, qui maîtrisaient l'industrie de l'or déjà à l'époque, et que cette volonté, cette ambition soit actualisée par une politique de l'État qui décide désormais de tracer, n'est-ce pas, les circuits d'or, de frapper sévèrement, n'est-ce pas, les trafiquants, mon cher Gauss, et de s'assurer que, n'est-ce pas, de s'organiser, que ce soit au niveau national et international, pour que nos pays profitent, n'est-ce pas, de ces richesses qu'on nous a données. Merci beaucoup, président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au Père, plaisir de vous retrouver très bientôt. Passez une agréable journée, mais surtout, restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne.